Bonjour, je suis André Grésy, cétologue, au Centre d'éthologie et d'études sur le comportement canin à Chancelade. Aujourd'hui, nous allons parler des malentendus. Un exemple, affolement lors de l'arrivée des invités. Énervement, cri, le chien saute, aboie, donc on intervient, donc amplification du phénomène. C'est-à-dire que ce sera rigoureusement le contraire qu'il faudra appliquer, faire comprendre au chien que sauter, s'énerver n'est d'aucun intérêt. En revanche, se tenir tranquille lors de l'arrivée des invités peut rapporter des choses intéressantes pour lui. Un autre exemple, cela fait 20 minutes que tu t'es enfui. La colère gronde, retour du chien, punition. Résultat, voici ce que pense le chien. Puisque je suis puni, au retour, la prochaine fois je prendrai mon temps, je ne suis pas pressé de me faire punir. Donc là aussi, c'est rigoureusement l'inverse qu'il faut pratiquer. Un autre exemple, il est toute la journée sur les genoux devant la télé. Il est très gâté, un joli manteau, de nombreux cadeaux, il est très aimé. Oui, mais pas respecté. Donc on a généré de l'anxiété, de la perte d'appétit. Le chien ne vit plus comme un chien. Je vais vous citer Paris et Muller, qui sont de célèbres comportementalistes. Souvent, ce que l'on croit être un problème de hiérarchie est souvent un problème de communication. Je vais vous citer un autre exemple. Vous l'avez souvent entendu, la main sert à caresser. La main sert à caresser, non pour battre. La mère du chien récompense et punit avec la gueule. Donc c'est donc une remise en cause de ce qui a été dit précédemment. C'est donc le contexte qui fait comprendre aux chiots les différences. On va voir encore un autre exemple. Monsieur et madame rentrent du travail. Leur jeune chienne est restée seule. Elle a fait ses besoins dans la maison. Elle a même rongé 2 pieds de chaise. Monsieur roule un journal, la corrige. La jeune chienne se met sur le dos. Position de soumission. Monsieur dit à madame, tu vois, elle sait qu'elle a fait une bêtise. Eh bien non, monsieur. La mère du chiot lui a appris que pour faire cesser les coups, il fallait se mettre en position de soumission. Seulement par une telle attitude, à coup sûr, on aura généré de l'anxiété, que l'on paiera par la suite sous une autre forme. Donc, je vous rappelle la devise d'Ami Canin, il vaut mieux récompenser ce que l'on veut obtenir que punir ce que l'on veut voir disparaître. L'incohérence, et surtout si elle est suivie de coups, entraînera à coup sûr une rupture de la relation complice. Un autre exemple, on sonne à la porte, ce sont les invités, votre chien aboie, saute sur les arrivants. Énervement, cri, donc amplification du phénomène, comme nous l'avons vu précédemment. Il sera donc nécessaire de lui faire comprendre par des méthodes non coercitives qu'il n'a pas à recevoir les gens. L'éducation d'un chien, c'est la création des limites, exactement comme pour les enfants. André, bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir ce que vous pensez de l'école du chiot. L'école du chiot, c'est une très très bonne chose. Exemple, la Doggy School en Angleterre. En France, celle qui est pratiquée me pose quelques problèmes. Le premier problème, c'est qu'à mon avis, elle intervient trop tard. Elle intervient alors que toutes les connexions au niveau du cerveau du chien sont terminées, tout est établi, c'est-à-dire qu'elle s'arrête, ces connexions, à l'âge de 2 mois et demi. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que il y a trop de stimulation au niveau du cerveau dans l'école du chiot, ce qui pose un problème. On sait très bien que s'il y a trop de stimulation, le filtre sensoriel sera de mauvaise qualité parce que
le chien aura un problème de discrimination au niveau des informations. On va prendre un exemple. C'est un peu comme si vous, une dizaine de personnes, vous parlez en même temps. Vous n'arriverez pas à suivre et vous allez décrocher. C'est exactement ce qui va se passer pour le chiot. Merci. J'ai une autre petite question. Que pensez-vous des chiens phobiques? Lorsque vous avez un chien phobique, c'est-à-dire qu'il peut avoir peur de l'eau, qu'il peut avoir peur des reflets dans une vitre, qu'il peut avoir peur des voitures, de la piscine, donc il faut travailler en habituation. C'est-à-dire qu'il faut le mettre à distance, nous sommes bien d'accord, à distance de son problème, et lui faire comprendre par association d'idées que le bruit la vue peut être agréable si il y a association d'idées avec des récompenses très appétantes. Et que pensez-vous des aliments que l'on donne aux chiens lorsqu'on est à table? Alors, autant il y a des choses comme par exemple le chien sur un canapé où là je suis plutôt souple. Pour ce qui concerne la nourriture à table, il y a un problème, c'est que le chien est génétiquement un descendant du loup. Donc, si une personne lui donne de la table, il va monter en hiérarchie. Si toutes les personnes lui donnent de la table, il sera rapidement le numéro 1 de la maison. Et moi, j'ai vu des chiens numéro 1 de la maison où il était impossible de se lever de table, où on ne pouvait pas lever le bras pour attraper le pain, sinon vous aviez la gueule qui vous enserrait le bras, ça devenait franchement invivable. Donc, si vous avez envie de lui donner votre pot de yaourt, c'est ce qu'on me dit souvent, ou le pot de fromage blanc, eh bien vous le faites, mais vous prenez le pot de fromage blanc ou le pot de yaourt pour qu'il le lèche, et vous le portez dans sa panière. Comme ça, tout le monde est content, le chien a sa récompense, et vous lui avez donné le pot de fromage blanc, et les choses sont bien en place dans la tête du chien. Merci beaucoup. J'aimerais savoir pourquoi vous refusez de participer à des émissions où l'on répond à un auditeur sur les problèmes de son chien. Je vais vous le dire. Lorsqu'un client arrive avec un chien qui a un problème particulier ou pas, je passe un peu plus de 2 heures avec lui pour comprendre le contexte familial. Puisque ce qu'a précisé Skinner en 1930, c'est qu'on est le produit de notre environnement. Et donc, si on est le produit de notre environnement, il faut comprendre avant de appliquer une thérapie à un chien, quel est son environnement. Si le chien est dans une ambiance très électrique, où les gens s'affrontent, vous aurez un chien qui aura des réactions particulières. Si il est dans une famille où personne ne s'occupera de lui, qui sera un petit peu laissé pour compte, vous aurez aussi une réaction particulière. Donc il est impossible de donner une réponse en 2-3 minutes. Ça ne sert à rien et ça ne portera rien au chien. Ce qui est important, c'est de comprendre le contexte familial. Donc c'est pour cela que je ne le ferai jamais, parce que pour moi, ça n'est pas tout à fait correct. Merci. Nous allons voir maintenant ce que ressent un chien lorsqu'il est abandonné. Je vais citer Victoria Stilwell, qui est comportementaliste anglaise. Le chien a besoin de stimulation et d'attention. Lorsqu'il en est privé, le chien devient anxieux, donc recherche l'attention. Donc en présence non désirée, il faut voir l'arrivée des menaces. Pour lui, c'est ensuite séparation, refuge, univers stressant, cris, odeur, promiscuité, dans les centres qui les recueillent, donc climat très anxiogène. Par chance, on l'adopte. Donc, adoption,
nouvel environnement. Au départ, tout va bien. Puis peut renaître l'incompréhension. Retour au refuge. Si impossibilité d'adoption, ce sera la piqûre. C'est le lot malheureusement de tant de chiens. Donc, pensez toujours, si vous voulez comprendre les animaux, essayez de penser comme eux, de ressentir leurs besoins. Un chien abandonné mérite votre respect, car il a su pardonner aux hommes toutes les épreuves qu'ils lui ont fait subir. André, un chien qui lèche après avoir mordu, est-ce qu'il demande pardon? En aucun cas. En aucun cas. En réalité, ce qu'il vous fait savoir à ce moment-là, c'est exactement la phrase suivante. Tu as vu ce qui s'est passé la dernière fois? La prochaine fois, ce sera le double. En réalité, il ne vous demande pas pardon, il vous menace. Donc, il faut résoudre le problème comme on les a vus tout à l'heure, reprendre tout depuis le début, jusqu'à ce qu'ils comprennent que mordre ne doit pas faire partie de l'étogramme du chien, avec les humains. Un chien sur le dos qui vous tente, peut-on le caresser? Surtout pas. Surtout pas, parce que lorsque le chien est sur le dos et qu'il vous tente pour la caresse, en réalité, il vous annonce la phrase suivante. Caresse-moi, esclave. Et il ajoute esclave. Alors, vous allez me dire, alors, c'est ce que tout le monde me dit, on ne peut plus le caresser. Si. Vous le voyez sur le dos, il attend la caresse, il vous la demande, il exige, vous lui dites non. 10 secondes après, vous l'appelez, et vous pouvez le caresser pendant 1 demi-heure si ça vous fait plaisir. Alors, la deuxième phase sera à votre initiative, et dans la tête du chien, tout va rentrer dans l'ordre. C'est très simple à chaque fois, il n'y a pas besoin de rentrer en conflit, mais il y a des choses à respecter où lui, inconsciemment, tente de remonter dans la hiérarchie. Maintenant, je vais vous parler d'une découverte fondamentale pour les chiens. On l'a mise en pratique il y a 5 ans sur ma première chienne, qui est arrivée à la maison à l'âge de 2 mois, et plus récemment, il y a 6 mois, sur ma deuxième chienne, qui est arrivée à la maison à l'âge d'1 mois et demi. C'est-à-dire, dans le premier cas, il restait 15 jours avant la fin des connexions, et dans le deuxième cas, il restait 1 mois avant la fin des connexions. Je rappelle que tout a été filmé, donc on voit le travail au jour le jour, et tout a été filmé 2 heures après leur arrivée à la maison. Donc je vais vous citer un grand neurobiologiste qui s'appelle Jean-Pierre Changeux, qui a découvert la synaptogénèse. La synaptogénèse, c'est justement l'étude des connexions qui se passent avant la naissance qui s'arrêtent à 2 mois et demi. Donc, à la naissance, la croissance neuronale n'est pas terminée. Elle se poursuit de façon chaotique au cours des premières semaines du développement. De très nombreuses connexions, les synapses, sont élaborées, chaque neurone pouvant en établir plus de 10 000. Il faut savoir que toutes ces connexions ne persisteront pas. Celles qui ne seront pas assez stimulées, celles qui ne seront pas assez différenciées disparaîtront. Donc l'environnement, dont je vous parlais tout à l'heure, l'environnement détermine les stimulations qui vont favoriser le maintien et un nombre optimal de connexions. Pas assez de stimulation et le filtre sensoriel sera de mauvaise qualité. Trop de stimulation, c'est ce qu'on parlait pour l'école du chiot, trop de stimulation et le résultat sera le même, par manque de discrimination. Un samedi, des amis d'Ami Canin m'appellent et me disent « Regardez Envoyé spécial. On y voit une émission appliquée aux enfants autistes qui est une méthode semblable à la vôtre, appliquée aux chiens. C'est la méthode ABA, analyse appliquée du comportement. On voyait un enfant qui avait une grande répulsion à toucher tout objet mou, par exemple la pâte à modeler. Toucher de la pâte à sel, suivi immédiatement d'une récompense, un morceau de chips, l'a amené à ne plus avoir de répulsion. Je pratique l'équivalent de cette méthode appliquée aux chiens.
sachant que les deux méthodes, ABA c'est behavior pour le B, et je suis behavioriste, c'est-à-dire en anglais comportementaliste. Donc quand je cite Watson, Thorndike, Skinner, les pères du behaviorisme, on est en parallèle de la devise d'Ami Canem. Il vaut mieux récompenser ce que l'on veut obtenir plutôt que punir ce que l'on veut voir disparaître. Apprendre à communiquer est plus important que d'apprendre des positions comme assis, couché. La modification du comportement est très rapide. C'est radicalement l'opposé des méthodes éducatives par la contrainte et la soumission. Certains psychologues ont un peu de recul sur la méthode basée sur l'apprentissage. À titre personnel, j'ai une très grande admiration pour les 3 prix Nobel d'éthologie, Konrad Lorenz, Nico Tinbergen et Karl von Frisch qui s'est occupé des abeilles. La méthode inspirée du behaviorisme, basée sur l'apprentissage, peut ressembler à de la corruption, je l'admets. Mais choisir entre des récompenses données de façon très précise et la pratique de la violence, le choix est vite fait. Quel que soit le problème du chien, cette méthode est rapide, efficace et durable, comprise par le chien en moins de 20 minutes. André, est-ce qu'un chien peut mentir? Oui, un chien peut mentir. Il y a un exemple très précis. Un monsieur se promène dans un chemin, dans une forêt. Le chien, ils sont du côté droit, et sur le côté gauche, le chien a repéré une charogne. Il veut y aller, mais le monsieur, continuant sa route, le chien continue sa promenade. Au retour, le monsieur croise la charogne et continue sa route. Le chien a, comme par hasard, brusquement envie de faire pipi. Il fait pipi, le monsieur s'éloigne, et aussi comme par hasard, le chien traverse le chemin et va lécher la charogne. Ce qui signifie qu'il a monté un scénario pour pouvoir y aller, mais sans se faire gronder. Mais surtout, cela signifie, c'est que pour mentir, il faut avoir la conscience de l'autre. Et c'est une grande preuve d'intelligence. Donc le chien sait mentir et le chien a la conscience de l'autre. À votre avis, où se trouvent les meilleurs comportementalistes? Sont-ils en France ou à l'étranger? Non, malheureusement, en France, il y en a peu. Les bons comportementalistes se trouvent en Angleterre, où l'approche des animaux est très différente, puisqu'il y a un organisme, un exemple, qui n'est pas un organisme de comportement, mais qui s'appelle la Croix-Bleue. Ce sont des cliniques vétérinaires, où des vétérinaires viennent bénévolement, et tout le monde paie, mais en fonction de ses revenus. Mais tout le monde paie. C'est-à-dire qu'une personne qui toucherait 200 €, qui serait dans l'incapacité de faire payer, de payer une intervention chirurgicale, eh bien, cette personne va payer, mais au prorata de ses revenus. Ce qui fait que c'est une approche très très particulière. Donc, effectivement, en Angleterre, il y a de très nombreux, très bons comportementalistes. Ensuite, en Allemagne. En Allemagne, je citerai Katia Giemann, entre autres, et bien d'autres. Il y a surtout l'Institut Max Planck, où je suis allé, où là j'ai vu des choses extraordinaires, où on a étudié le chien dans tous les détails, où on voit des chiens travailler devant des ordinateurs, où on voit des chiens connaître un nombre de mots incalculable. Là, on avance réellement sur la pensée du chien, sur l'intelligence du chien. Voilà, j'espère avoir répondu à votre question. Oui, tout à fait, je vous en remercie beaucoup. Voilà, pour finir, je voudrais adresser des remerciements de la part d'Ami Canem. Je voudrais remercier, car le centre Ami Canem ne serait pas ce qu'il est sans de belles rencontres. Merci tout d'abord à mes amis Chantal et Jean-Louis Debaille.
Merci au docteur Lopez, Bernard. Merci à André Escaffré, Initiation des méthodes douces, qui nous a quittés il y a quelques années malheureusement. Catherine Collignon, spécialiste du clicker training. Le docteur Yann Dunbar, que je vois fréquemment à l'école vétérinaire de Maison-Alfort ou à Toulouse, vétérinaire lui-même comportementaliste, spécialité mondiale du comportement, créateur de la pupille Docteur Yann Dunbar, vétérinaire comportementaliste, spécialiste mondial du comportement, créateur de la pupille socialisation classe. Je vais remercier Jacques Colli, auteur de nombreux ouvrages sur le chien, et qui a eu la gentillesse au départ de m'envoyer de nombreux documents, notamment des thèses vétérinaires. Le docteur Alain Bernard Weiss, vétérinaire comportementaliste, professeur à l'école vétérinaire de Toulouse. Le docteur Thévenin, vétérinaire Handaï, spécialiste du comportement, longtemps formateur de chiens pour handicapés. Merci également à Boris Cyrulnik pour son travail sur l'éthologie et tous ses conseils.